Oui, il est 20 heures. Donc c'est l'heure de notre conférence. Merci d'être venus encore nombreux ce soir. Vous savez que pour nous c'est un grand plaisir et c'est forcément une satisfaction par rapport au travail que fait le conseil d'administration pour vous recevoir et pour trouver des conférenciers. Alors, j'allais dire un peu peut-être comme d'habitude, mais comme c'est lui qui travaille, je vais laisser le micro à Bernard Ledoux, qui va vous présenter le conférencier de ce soir, qui est M. Le Fur, que je remercie beaucoup de s'être déplacé de la capitale pour venir nous présenter. Voilà. Et donc je passe la parole à Bernard Ledoux. Merci Bernard. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Monsieur Le Fur, vous nous faites le plaisir et l'honneur de votre présence dans notre cité ce soir. Nous vous remercions de prendre sur votre activité de chercheur le temps de nous parler de François Ier et de son image, qui est le sujet de votre dernier ouvrage paru cette année. Donc cet ouvrage, bien sûr, sera disponible grâce à la librairie Format Livre pour ceux qui seraient intéressés pour prolonger la conférence, ainsi que d'autres ouvrages que vous avez écrits sur Marignan, sur les différents rois de cette époque. Et avec possibilité pour ceux qui le souhaiteront de faire dédicacer vos ouvrages. Donc, François Ier, ce roi préféré des Français. Mais pourquoi ai-je dit roi préféré des Français? Cette expression est en elle-même une image. Elle appartient probablement à nos souvenirs scolaires ou de lecture concernant ce souverain qui régna jusqu'en 1547. Alors, qu'est-ce qui nous revient à l'esprit lorsque nous pensons comme ça à son règne? 32 ans, c'est un règne de 32 ans. Alors bien sûr, il y a tout de suite Marignan en 1515, ça tout le monde connaît. C'est aussi d'ailleurs l'année de son sacre, 1515. Alors je rappelle, c'est une bataille victorieuse, près de Milan, qui est dans la lignée de la politique des prédécesseurs de François Ier, de ce qu'on appelait les guerres d'Italie, pour revendiquer le duché de Milan. Alors, sur cette bataille, le chevalier Bayard adoube le roi. Alors ça, c'est évoqué par différents auteurs, mais c'est contesté. Donc là, est-ce qu'on est dans l'image ou est-ce qu'on est plutôt dans le mythe? En fil conducteur de sa politique extérieure, il y a bien sûr la rivalité avec le Habsbourg Charles Quint. Charles Quint, qui contrôle, il faut le rappeler, plus de la moitié de l'Espagne à cette époque-là, plus de la moitié, pardon, de l'Europe, et le Nouveau Monde espagnol. Et qui voudrait aussi en plus la Bourgogne. Bon, il y a eu 4 guerres qui ont opposé les monarques. François Ier ira pour le combattre jusqu'à s'allier au sultan ottoman, son imam magnifique, pour un roi très chrétien. C'était comme ça, stratégie. Pourtant, il faut le rappeler aussi, les Turcs parviennent jusqu'aux portes de Vienne, quasiment à cette époque-là. Et finalement, il y a une rivalité aussi pour la couronne impériale, mais c'est Charles Quint qui la scindra en 1519. Autre point à rappeler, ces guerres d'Italie ont favorisé, dans le royaume de France, la diffusion de la Renaissance italienne dans les arts, puisque les Italiens étaient beaucoup plus précoces que nous dans ce domaine. Alors François Ier est un mécène qui commande à des artistes italiens, qu'il fait venir en France, et s'il ne fallait en citer qu'un seul, bien sûr, c'est Léonard de Vinci, qui est logé au Quai Lucé, à côté du château royal d'Amboise. Le roi François l'appelle mon père. Vinci meurt dans les bras du roi, mais ça aussi c'est contesté. Bon, là aussi, est-ce qu'on est dans l'image, est-ce qu'on est dans le mythe, ou la légende? Nous le connaissons aussi, François, comme un bâtisseur considérable dans les châteaux de Blois, de Chambord, de Fontainebleau, etc. 11 au total qui ont été remaniés ou construits par sa volonté. François Ier aussi protecteur des lettres, à l'instigation de Guillaume Bullet, il fonde le corps des lecteurs royaux, qui sera le futur Collège de France, et l'imprimerie royale. Au total, nous revient donc une image de prince de la Renaissance. Mais quelle est là aussi la part du mythe? Et dernière chose peut-être dans nos souvenirs sélectifs, le français qui devient la langue officielle de l'administration et de la justice par l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1739 à la place du latin. Ce même texte d'ailleurs impose aux prêtres l'enregistrement des naissances et c'est le départ de l'état civil. Alors, pour terminer, entre la part du mythe et celle de l'image, le sujet de cette conférence nous permettra de réfléchir sur la façon dont se construit l'histoire au fil du temps. Ce temps qui nous éloigne des événements,
Chaque époque influence son écriture par le choix de tel ou tel événement, la mise en lumière d'une vision utile à ce moment-là, utile comme adhésion ou utile comme répulsion, ceci en fonction de l'idéologie ambiante. Ainsi, l'historiographie voit se succéder des ouvrages rédigés par des historiens dont le regard a été influencé par l'ère de leur temps. Et puis, nous le savons, l'histoire demeure toujours à écrire. Je vous laisse la parole et je vous remercie. Bonsoir. C'est dans la station de chaise. Alors, ça a toujours été comme ça. Je vous remercie beaucoup. Et avant même de parler de François Ier, et parler de choses un peu plus, peut-être un peu plus vagues, mais qui permettront peut-être de comprendre pourquoi finalement un monsieur qui a vécu il y a 500 ans, certes, Lorraine de 32 ans, mais qui finalement reste toujours dans la mémoire collective comme une pierre angulaire d'une bâtisse qui ferait l'histoire de la nation France. Tous les personnages que vous avez en tête, là, aujourd'hui, en général, c'est une dizaine de personnes, enfin une bonne dizaine de rois, 5-6 républicains, quelques révolutionnaires, et puis un peu moins de femmes, mais quand on parle des femmes, il s'agit souvent de maîtresses, de favorites plutôt que de reines. Tous ces personnages-là, qui sont dans votre imaginaire, qui sont dans mon imaginaire aussi, qui sont dans l'imaginaire collectif des Français en ce début du XXIe siècle, font partie de ce qu'on pourrait appeler ce roman national. C'est-à-dire quelque chose qui s'est construit peu à peu par les historiens, certes, c'est vrai, souvent à la solde d'un pouvoir, tout simplement parce que le droit d'auteur n'existe pas dans le XVIIIe siècle et que tout auteur doit avoir un mécène pour faire un livre. Et alors qu'il soit poète, qu'il soit dramaturge, qu'il soit historien, c'est la même chose. La plupart, et les premiers historiens aussi, ont été des hommes d'église, au moins jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, quand il s'agit de l'histoire de France. Et donc c'est à travers leur prisme d'abord, par rapport au prisme d'une histoire religieuse, catholique, d'une monarchie catholique et d'une monarchie de droit divin, qui va se structurer peu à peu ce long roman de l'histoire de France. Ce roman de l'histoire de France, en fait, il commence dès Clovis. Dès qu'on va commencer avec la première historia franco-roume à raconter, presque un siècle après la mort de ce monsieur, qui est considéré comme le premier roi de France, comme le premier chrétien de France aussi, enfin, le premier monarque chrétien, on va commencer à structurer peu à peu une histoire, un mythe de la nation France, avec, parce qu'elle est d'origine divine pendant toute la monarchie et qu'elle est soutenue par des princes choisis par Dieu, des miracles de Dieu, forcément, qui va faire de ce royaume le royaume préféré de Dieu, le plus beau de tous les royaumes du monde, et forcément avec un roi qu'il choisira toujours lui, par lui-même, avec des préoccupations bien particulières, à la fois protéger le royaume de France, son royaume préféré, protéger son peuple, qui est aussi ce peuple préféré, et aussi maintenir l'Église catholique, apostolique et romaine. Tout ça, c'est un imaginaire qui va durer jusqu'au XVIIIe siècle. Avec la Révolution, tout va se casser la figure, vous allez voir, et l'image de ces personnages que la monarchie va sélectionner comme des meilleurs rois, saints, la plupart, Clovis, Charlemagne, Saint-Louis ou Louis IX, eh bien, vont après, avec le temps, eh bien, soit être complètement délaissés, pour Clovis par exemple, qui va être remplacé par Vercingétorix, Charlemagne, qu'on va lâcher aux Allemands à partir après de la guerre de 1870, et trouver d'autres figures tout le temps, comme ça, en le renouvelant, cette espèce de catalogue de princes ou d'hommes d'État qui servirait finalement la politique d'aujourd'hui et le regard que l'on peut avoir aujourd'hui, à d'autres époques, prenons le cas aujourd'hui, sur le monde, avec notre système de valeurs, nos préoccupations, et voir même ce qu'il peut faire et ce qu'il peut rassembler dans un sentiment national tous ces gens qui vivent sur un même territoire, qui apparemment n'ont rien que quelquefois que de liens de sang, de famille, mais qui sont finalement très différents les uns des autres, pour se rassembler autour d'un État, d'un drapeau,
sont capables de mourir pour ce pays, ou encore pour le défendre, voire même pour le quitter quelquefois, comme ça peut arriver souvent. Cette façon de créer ce roman national, eh bien, François Ier va être un des personnages de ce roman. Au départ, il a lui-même son roman, quand il arrive au pouvoir, dès 1515. Cet homme ne devait pas devenir roi de France, puisqu'il était numéro 5 aligné à partir à sa naissance, et que par conséquent, en général, c'est 1, 2, c'est souvent des enfants qui meurent, mais un numéro 5 n'aurait jamais pu régner. Or, il se trouve que Charles VIII meurt très jeune, sans enfant, et Louis XII meurt un peu plus âgé, mais aussi sans enfant. Et quand François Ier arrive en 1515, le 1er janvier 1515 au pouvoir, c'est-à-dire quand il devient roi de France, il a 20 ans et pratiquement personne ne le connaît. Et donc, ces publicistes, puisque ce sont des gens comme aujourd'hui qui sont chargés de la communication d'une autre manière, parce qu'aujourd'hui les médias sont un peu différents qu'au début du XVIe siècle, mais l'écrit existe, la parole existe, cette parole-là elle est diffusée à la fois dans les rues, où sont des tambours, où prêche dans les églises, et puis il faut surtout vous oublier quelque chose qu'on a souvent répété, c'est-à-dire que les gens quand même savent lire, savent écrire. Il y a à peu près 20 à 25% de la population française qui, à cette époque, sait lire et écrire, tout simplement parce qu'il y a des contrats, il y a des commerçants, qu'il faut lire les contrats, qu'il faut savoir faire ses comptes, il y a des impôts à payer, et que tout ça est nécessaire. Alors certes, c'est vrai, il y a une différence entre les hommes et les femmes, que souvent les femmes savent lire mais pas forcément écrire, mais parce qu'on considérait que comme elles n'avaient pas une activité soit professionnelle ou soit politique, ça ne servait pas à grand-chose, mais dans la grande majorité, quand même, il y a à peu près une vingtaine de pourcents de la population qui sait lire et donc qui peut comprendre tout ce qu'on va leur diffuser à travers des petits textes, quelquefois pas plus grands que ça, que l'imprimerie qui se développe comme une véritable révolution, comme elle est aujourd'hui, la révolution informatique va se diffuser une quantité de textes pas chers, et que des gens, du coup, qui n'avaient pas accès à la lecture, qui n'avaient pas accès à l'écrit, vont pouvoir peu à peu s'enrichir de ça et apprendre aussi simplement, tout bêtement, des nouvelles. C'est que, en ce début du XVIe siècle, la nouvelle était, je le dis, quelquefois, au bout de 15 jours, 3 semaines, 2 mois, quelquefois, quand il s'agissait d'une naissance, d'un décès répertorié à travers le royaume. Là, grâce à l'imprimerie, c'est au bout de quelques jours, simplement. Et avec ça, eh bien, les Français vont être de plus en plus au courant de l'activité royale, de la politique et de l'évolution de cette politique. Bien évidemment, le contenu de ces textes, c'est la chancellerie royale qui les maintient, puisque l'imprimerie est contrôlée, logiquement, et donc forcément, on aura simplement le regard du roi, ou en tout cas du bien tel qu'on peut l'imaginer, en tout cas par rapport à une action. Évidemment, il y a des opposants aussi de ce roi de France qui vont utiliser cette même possibilité de propagande, ces petits textes, et qui vont en latin, Charles Quint le fera en toutes les langues parlé dans tout son empire, c'est-à-dire à la fois en latin, en espagnol, mais aussi en italien, en allemand et aussi en français. Et ces textes-là sont diffusés quelquefois en France et quelquefois en France. Déjà, les Français de la fin du XVIe siècle pourront à la fois avoir une version officielle, celle du roi de France, et puis aussi la version de l'ennemi. Et qui, notamment dans certaines régions, comme on l'a dit tout à l'heure avec la Bourgogne, qui a posé problème, eh bien donneront aussi à réfléchir. D'où une opinion politique, une opinion publique qui se crée beaucoup plus rapidement qu'on a bien voulu le faire croire, parce qu'on a souvent dit que l'opinion publique n'avait existé en France qu'à partir de la Révolution française. Rien que ça, rien que l'imprimerie, déjà dès le début du XVIe, montre que déjà on peut déjà se forger une opinion, en bien ou en mal, sur un homme ou sur une politique. Le protestantisme qui va se développer dans toute l'Europe sera aussi une autre preuve de cette opinion publique, puisque de toute façon, les personnes qui décideront de changer de religion seront forcément informées par d'autres, se réfléchiront forcément par rapport à ce qui se passe sur la religion catholique, leur point de vue par rapport à ça, et ce que peut apporter aussi la religion protestante, en bien ou en mal, par rapport à eux, par rapport à une famille, par rapport à un imaginaire, par rapport à une foi, tout simplement. Et c'est pour ça que, notamment, beaucoup de femmes vont choisir, dans cette période du début XVIe siècle, la religion protestante. Pourquoi? Parce que la religion protestante autorise le divorce, et quelquefois
fois, elles ont été mariées souvent très très jeunes avec des hommes qu'elles n'aimaient pas, et que ça leur permettait, plutôt que de faire un procès autre avec l'Église qui durait très longtemps pour la cellulation, et bien là, la conversion permettait une libéralisation beaucoup plus grande. Voilà, ça c'est des petites anecdotes toutes simples, mais ça vous montre un petit peu l'effet dans lequel, finalement, ce roi de France commence, à l'espace à 20 ans, avec cette France qui se sort de la guerre de 100 ans, qui a été très très accouchée pendant toute cette période, qui a repris une période de croissance depuis une trentaine d'années, avec la fin du règne de Louis XI, mais surtout avec le règne de Charles VIII et le règne de Louis XII, et qui surtout va développer une politique expansionniste, puisque la France ne sait pas faire autre chose que la guerre, sinon en se défendant contre ceux qui voudraient lui récupérer quelques territoires sur son royaume, ou elle, par contre, est bien tentée de récupérer par des droits, parce que c'est le principe, d'autres terres qui seraient hors de son royaume. Et Charles VIII avait développé cette politique en allant conquérir le royaume de Naples. L'expédition avait été extrêmement heureuse. Elle s'est finie aussi vite et aussi malheureuse qu'elle avait commencé dans la joie, tout simplement parce que les Français, s'ils étaient forts et puissants, il faut que j'avais oublié que la France est à cette époque la première puissance européenne, la plus riche, la plus peuplée, la mieux gouvernée, puisque il n'y a qu'un seul prince pour gouverner tout ce royaume, et que l'Italie c'est un conglomérat d'États, il n'y a pas de structure, c'est un peu comme l'Allemagne, même s'il y a un empereur. Et cette non-habitude de la conquête des Français, malgré leur puissance, l'argent, les armes et tout, et bien très très vite, ils n'ont pas su gérer leur conquête, et très très vite ils ont été chassés. Qu'à cela ne tienne, Charles VIII s'apprêtait à repartir à la conquête de cette Italie. Il meurt, Louis XII le remplace, son cousin. Il a 36 ans, il a des droits sur Milan par sa grand-mère. Et bien, avant de partir pour Naples, il va partir sur Milan, il va conquérir Milan, il va le garder ce duché pendant 13 ans. Qui dit Milan dit la seigneurie de Gênes, en tout cas la République de Gênes. Qui dit République de Gênes dit l'île de Corse et d'autres îles de la Méditerranée. Et puisque le royaume de Naples était aussi sollicité par le roi d'Espagne, Ferdinand d'Aragon, et bien s'associe avec lui pour finalement partager le royaume en deux. L'affaire se passe bien au début, forcément il y en a toujours un qui veut plus que l'autre. Aragon sera peut-être plus malin, ou en tout cas aura plus d'hommes à sa portée à ce moment-là en Italie pour le rendre vainqueur, et finalement l'expédition napolitaine va se conclure pour Louis XII par un échec, sauf que Louis XII, malgré tout, pendant 13 ans, va gouverner tout le nord de l'Italie, et va, avec cette puissance-là, eh bien, se présenter comme le prince le plus puissant d'Europe, bien plus grand encore que Charles VIII, et avec un territoire qu'un roi de France n'avait jamais dominé jusque-là, et surtout récupérer l'argent de Milan et de Gênes par l'impôt, puisque si on va aller chercher des artistes en Italie, et si on achète leurs œuvres d'art, et on s'intéresse de plus en plus à les antiquités romaines, on va leur donner quand même quelque chose qu'on sait faire, nous en France, c'est-à-dire l'impôt direct, obligatoire, qui avait été bien institué par Philippe le Bel et qu'on va leur imposer, puisque les Italiens au départ, pendant très longtemps, en tout cas c'était des besoins exceptionnels. On a besoin d'une certaine somme d'argent, on vous la donne, on vous la demande, et vous avez 15 jours, 3 semaines pour la donner, et voilà, c'est tout. Là, la France était déjà bien structurée, on payait un impôt annuel, et cet impôt était régulièrement augmenté, normal. Imaginez pas que vous voulez un calvaire supplémentaire en ces temps-ci, ça a toujours existé au moins depuis 7 siècles. Pardon. Et donc on va imposer ça, et donc cet argent régulier que Louis XII va récupérer, va financer les armées en Italie, donc ce ne sont plus les Français qui vont les financer, mais les Italiens, et donc du coup, les Français vont pouvoir bénéficier, là, miracle, d'une baisse d'impôt de 25% de l'impôt sur le revenu. C'était une chose qui n'était jamais arrivée avant, qui n'arrivera jamais plus après, et mais qui avait permis à Louis XII à la fois d'asseoir terriblement son pouvoir et de se donner une image magnifique qui était celle de père du peuple, c'est-à-dire de celui qui, justement, pour les Français en tout cas, était soucieux de leur bonheur, de leur joie, et donc baissait ces terribles impôts qui embêtaient tout le monde, forcément. Louis XII perd ses positions en Italie parce que, justement, toute l'Europe, jalouse aussi de cette puissance et craignant d'autres puissances futures,
eh bien, se met contre le roi de France, et il y a une alliance, ce qu'on appelle la Sainte Ligue, qui est dirigée par le pape, d'abord par Jules II, puis après par Léon X, et va chasser les armées françaises d'Italie. Donc en 1515, Louis XII, fin 1514 jusqu'au 1er janvier 1515, Louis XII a l'ambition de repartir pour l'Italie. Il prépare son armée, ses alliances, il meurt, son fils le remplace par la loi, le système de la loi salique, un lointain cousin, qui est ce fameux François d'Angoulême, comte de Valois, duc de Valois, pardon, et qui va se nommer François Ier. Ce François Ier, à 20 ans, personne ne le connaît en France. Il est considéré comme un enfant du miracle, déjà, mais ça, c'est dans le petit cercle de la famille. Les Français ont sans doute entendu leur nom, mais il n'a jamais participé au Conseil, il avait une expérience politique extrêmement réduite, aucune expérience militaire. Et pourtant, cet homme de 20 ans va gouverner le plus beau pays, le plus riche pays d'Europe, et va avoir les mêmes ambitions que ses prédécesseurs. Et pour justifier tout ça, eh bien la propagande, je reviens à cette idée-là, va lui structurer une image. On va lui dire, ben voilà, on va dire aux Français, mais rassurez-vous, de toute façon cet homme a été choisi par Dieu dès par sa naissance, et c'est pour ça que Dieu a voulu que Charles VIII meure jeune et sans enfant, et c'est pour ça qu'il a voulu que Louis XII vienne au pouvoir, mais malgré 2 mariages, il n'ait pas d'enfant, et pour pouvoir justement tracer la voie royale pour ce jeune homme qui est destiné à un destin autre que celui d'être roi de France et de régner sur ce royaume préféré, mais avec ce destin d'empereur, ce destin du dernier empereur. Alors qu'est-ce que c'est que ce dernier empereur? Depuis longtemps, les chrétiens attendent le retour du Christ sur terre. Pour cette ère infinie de paix et d'amour à travers les hommes. Jusqu'à la première croisade, eh bien, on considérait que c'était, on suivait tout le système des prophéties, déjà depuis celle de Daniel, avec cette idée qu'un jour, un empereur, le dernier du 4e Empire, serait cet homme providentiel qui pacifierait à la façon royaume, et puis aussi tous ceux qui l'entouraient pour après aller jusqu'à Jérusalem et rendre ces couronnes au mont des Oliviers, signe qui annoncerait le retour du Christ sur terre pour l'éternité. Ces prophéties ont été peu à peu adaptées selon les nations et selon les ères du temps, aux uns et aux autres. Et côté français, comme il y avait un empereur, Charlemagne, que les rois de France, dont les rois de France pouvaient se rattacher, on avait prétendu que c'était un des fils de Charlemagne, en tout cas un descendant de Charlemagne, et son nom commencerait par C, comme Charles. Voilà. Et donc du coup, tous les rois qui se sont appelés Charles, et surtout à partir du XIVe siècle, eh bien, ont prétendu être ce dernier empereur. Charles VI, Charles VII, ont fait ça pendant la guerre de 100 ans, essentiellement, non pas pour des prétentions expansionnistes, mais surtout pour montrer que les Français devaient avoir un espoir malgré les guerres et la lenteur des guerres, et que cette immense guerre qui était cette guerre de 100 ans, qu'ils pouvaient garder espoir parce qu'un jour cette guerre se finirait, parce que justement ils étaient ce prince des prophéties, et qu'après, eh bien, on participerait justement à la conquête de Jérusalem et pour le bonheur de l'humanité entière. C'est un espoir, c'est jouer avec l'espoir des gens, avec l'espoir que tout le monde attend dans tout programme politique, quel qu'il soit. Ce n'est pas parce qu'on est sous une monarchie qu'on n'a pas un programme politique. Le programme politique il est assez identique au moment du sacre, mais il varie quand même par rapport aux aléas des événements. Et donc par conséquent, il y a toujours ce besoin de rassurer. Charles VIII va reprendre cette prophétie. C'était Charles, il avait le droit, et donc du coup il va se présenter comme justement ce dernier empereur, mais parce que comme la France est pacifiée, et parce que l'Europe n'est pas en guerre, et bien lui pouvait entreprendre déjà cette dernière croisade, cette ultime croisade, qui irait donc jusqu'à Constantinople d'abord, qui permettrait de reconquérir, qu'il convertirait tous les musulmans, et qui, après avoir converti tout l'empire musulman et tous les autres infidèles du monde, irait jusqu'à Jérusalem.
Louis XII n'étant pas un Charles, c'était quand même ennuyeux, sauf qu'il avait les mêmes prétentions impérialistes. Donc du coup, on a commencé à finalement à dire que c'était qu'un roi, le dernier roi de France, un roi de France en tout cas, qui irait et qui serait ce dernier empereur, qui formerait ce dernier empire, ce quatrième empire, puisqu'il y avait déjà l'empire assyrien, l'empire athénien, l'empire romain et l'empire chrétien. Donc c'était le quatrième empire, et ce serait donc ce dernier roi de ce dernier empire qui exaucerait finalement ce vœu tant attendu. Louis XII, malheureusement, n'a pas eu droit à ça, donc François Ier, dès qu'il arrive, il reprend la chose en main et il s'identifie comme ce dernier empereur. C'est comme ça qu'il va justifier, quelques mois plus tard, la conquête de l'Italie, en tout cas le départ de nouveau vers Milan, et la bataille de Marignan qui va sanctionner la conquête nouvelle du duché de Milan, avec des autres ambitions, et notamment de peut-être repartir pour Naples. Sauf que les autres États européens existent aussi. Sauf que ces autres États européens ont dit exactement la même chose, en tout cas leur chef, enfin leur prince, exactement la même chose à leur peuple. En Angleterre, en Allemagne, Maximilien, voire même le pape, quelquefois, qui s'est même proposé comme ce dernier soldat de cette ultime croisade pour préparer ce retour du Christ. Cette notion-là, elle peut vous paraître un peu bizarre, mais elle est tout aussi importante que la notion de progrès qui existe dans notre imaginaire collectif aujourd'hui, depuis le XVIIIe siècle et de plus en plus encore depuis que la République s'est installée en France. C'est-à-dire où tout est fait pour le progrès, où tout est en tout cas imaginé pour le mieux de chacun, pour un futur plus heureux. Là, cette notion de prophétique, entre guillemets, et du dernier empereur, elle est exactement dans la même logique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait doit arriver à cette paix universelle, à ce monde chrétien, afin que le Christ puisse revenir sur terre, dans la vérité chrétienne, parce que c'est considéré comme la seule véritable religion, enfin l'unique, les autres se trompent pas, et afin que justement cette universalité de paix demeure. Pour cela, François Ier, pendant 32 ans, et pour entretenir cette idée à la fois impérialiste, d'agrandir son royaume de façon concrète, et de garder ce mystère de dernier empereur, va faire la guerre pendant près de 20 ans. Parce que très vite, cette puissance française va gêner, et très vite, tous les autres États européens, notamment l'Angleterre, et puis aussi l'Empire, avec un jeune prince qui est 5 ans plus jeune que François Ier, qui va avoir une carrière assez admirable, qui est Charles Quint, le futur Charles Quint, vont tous s'allier contre. Et donc, à partir de 1521, François Ier va perdre Milan, et il va après dépenser toute son énergie pour essayer de le recouvrir, et pour recouvrer ce duché, et pour recouvrer sa puissance. Sauf que pendant ce temps, régulièrement, et de plus en plus, et ça c'est peut-être une erreur politique importante de François Ier, c'est qu'il n'a pas vu, il a cru longtemps que la puissance militaire, la puissance en hommes et l'argent et la nourriture suffisaient pour gagner. C'est vrai, pendant longtemps ça a été le cas, mais très vite la politique a évolué aussi du côté impérial. Très vite, Charles Quint, grâce à la puissance espagnole unie, et même si l'Empire était un peu plus désuni avec l'évolution du protestantisme, il s'est associé plus fermement d'autres principautés en Allemagne qui n'avaient pas été du côté du Luther, et donc il a fait toute une sorte d'alliance catholique avec lui. Et c'est cette alliance catholique avec lui qui va lui donner des hommes, lui donner des armes, et permettre de contrer à force le roi de France dans toutes ses prétentions. Savoir une guerre, à l'époque, c'est si François Ier part à Milan en 1515 avec 50 000 personnes, il y a 30 000 soldats. À la fin de son règne, c'est 150 000 soldats, simplement pour défendre le royaume sur ses frontières par rapport aux attaques de Charles Quint, autant à l'est du royaume que au niveau des Pyrénées, voire même avec les Anglais là-haut, puisqu'ils ont toujours Calais à cette époque, et qui s'infiltrent autour de l'Artois et de la Picardie. Vous imaginez, forcément il faut de l'argent, forcément le niveau de vie ne monte pas si vite que ça, et donc les impôts vont se multiplier par 4, par 5, selon les impôts, la taille par 3, les aides, impôts directs, indirects, en tout cas presque par 7 dans certaines régions et pas à certains moments. Et sauf que, curieusement, à la fin de ce règne, la France, même si elle ne sera pas agrandie, elle ne sera pas forcément appauvrie non plus. Certes, il y a eu des régions qui vont être complètement ravagées par ça, la Picardie, la Champagne, et le nord de la Bourgogne, et une partie de la Provence aussi. Mais les autres provinces, notamment chez vous,
elles ont été plus ou moins épargnées, sauf à un moment avec l'histoire de la gabelle, puisque là aussi il fallait se trouver de l'argent, vous étiez dans un pays qui n'en payait pas, et c'est le problème de l'impôt indirect, et que François Ier va donc vous obliger enfin, en tout cas votre ancêtre, à payer cet impôt, et là il y a une réaction, il y a une très belle révolte autour de La Rochelle, qui monte bien plus haut jusqu'à Poitiers, et qui va être utilisé par les Français d'une façon très astucieuse, parce que Louis XII, François Ier ne va pas punir justement cette révolte, cette fois-là en tout cas. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il y avait Charles Quint qui avait été à Gand pour des problèmes identiques d'impôts, où les Flamands n'avaient pas envie de payer, et là il avait quitté l'Espagne pour aller là-bas, et traverser la France, et avait jugé, mais aussi exécuté, et condamné à mort une quantité de personnes. Et pour montrer que François Ier n'était pas un tyran, et que c'était l'autre qui était un tyran, et donc l'autre un mauvais, et donc par conséquent qu'il fallait toujours le soutenir dans sa action politique, et donc toujours payer des impôts pour combattre ce Charles Quint qui était méchant, et parce que François Ier était donc ce libérateur. Et le problème, c'est que cette bataille, cette révolte de la gabelle va surgir 2 ans plus tard. Là, François Ier, parce qu'il avait perdu une bataille, avait dû s'allier avec Charles Quint, et là par contre la répression a existé, sauf que les livres d'histoire l'ont oublié. C'est une manière de faire qui est ça qui est intéressante, parce que ça montre justement la façon dont on peut écrire l'histoire et comment on va s'en souvenir. Et la plupart des livres d'histoire qui vont se faire sur François Ier, qui est une image extrêmement guerrière. Tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure par rapport à cette image de la culture, toute cette image de la construction, des choses comme ça, ça va être après, c'est après qu'on va se souvenir de tout ça. Pour l'instant, c'est une préoccupation un peu comme aujourd'hui, il y a des préoccupations immédiates où il faut réagir tout de suite par rapport à des dangers, par rapport à des menaces, par rapport à des protections et à une action immédiate. Et cette action immédiate, l'historien quelquefois a tendance à l'oublier, tout simplement parce que il n'a que 20, 30, 40 pages dans son histoire à consacrer à ce monsieur, donc il va faire une sélection. Et quant aux biographies, elles vont être beaucoup plus tardives, et donc du coup, créer autre chose encore. Donc, François Ier, quand François Ier meurt, il a surtout l'image d'un roi militaire, d'avoir régné sur un État certes puissant, mais d'avoir finalement raté aussi toutes ces prétentions, avec malgré tout un chef-d'œuvre, qui est cette bataille de Marignan. Cette bataille de Marignan qui a été finalement mal ou peu écrite au moment des faits, puisqu'il n'y avait aucun auteur qui était avec François Ier pour l'écrire, et que même les Suisses, de leur côté, ont raconté ça a posteriori, qui va être réécrite au moment de 1519, quand François Ier va avoir des ambitions impériales, et qui va justement, pour justifier ses prétentions impériales universalistes, donc il va se présenter à l'élection impériale avec les hommes, va perdre, et donc on va réécrire Marignan entre-temps, parce que comme ça permettait de montrer que François Ier, qui avait déjà été vainqueur à Marignan, pouvait protéger le peuple allemand justement d'un menace turque qui grandissait de plus en plus. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que si la France est le premier pays d'Europe, et que si l'Europe est puissante économiquement, la plus grosse puissance de l'époque, dans toute cette sphère européenne et méditerranéenne, c'est l'Empire turc, qui n'arrête pas de grandir, qui certes se grignote de plus en plus vers l'Europe, mais qui a déjà conquis toute la Perse, qui descend vers la Syrie et qui, dans les années 1519-1520, est déjà en Égypte. Et donc c'est le plus gros royaume, c'est une population immense, des soldats nombreux et disciplinés, et donc la menace, elle est là déjà. Et cette menace de l'Empire turc, elle va alimenter aussi justement tout cet esprit de croisade, tout cet esprit de la vérité chrétienne, tout cet esprit qui consiste à vouloir dire que finalement, il faut absolument aller à la conquête, si ce n'est de l'Italie, enfin si ce n'est de Constantinople, au moins de l'Italie, pour justement commencer cette croisade ultime pour que libérer le monde de l'oppression et du tyran qui était le musulman. Parce que la notion de tyrannie est toujours l'autre, en général, sachant une chose, c'est que François Ier était aussi considéré comme un tyran en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Quand ce roi meurt en 1547, on ne peut pas dire qu'il ait une image formidable. Hein. Il y a les protestants qu'il a commencé à abîmer et à contraindre, voire même à assassiner avec notamment le massacre de Mérindol et Cavrières en 1546,
de 1000 morts en une semaine, et d'autres procès comme Hameau qui pouvaient être totalement condamnés par rapport à la notion même de la justice royale. L'occupation sans grande légitimité pardon, de la Savoie, qui espérait échanger contre Milan. Tout ça, il y a des bruits quand même qui courent sur l'idée d'un prince, certes puissant, mais d'un prince qui pouvait être aussi un tyran, à l'intérieur même du royaume. Et dès que Henri II arrive, son fils, il casse tout. Il change tous les gens qui sont autour de lui et va essayer de proposer une autre politique et se présenter aussi, lui d'ailleurs, comme le dernier rempart universel, parce qu'il y a pas de raison, puisque de toute façon, le but c'est quand même refaire toujours la même politique, repartir pour l'Italie, voire même jusqu'à Jérusalem, si on le peut. Sauf qu'il y a quand même des écrits qui commencent à se faire. Et qu'il y a quand même des gens qui commencent justement à résumer la vie de François Ier dans quelques pages, en quelques lignes, ou déjà dans quelques livres. Et là va se créer, peu à peu, une sorte de synthèse du règne. Un peu comme ce qu'on vous pouvez faire dans les biographies, ou ce que vous pouvez dire sur les biographies d'un De Gaulle, d'un Mitterrand, par contre des morts, et donc de synthétiser et de donner finalement, et d'appuyer à la fois sur les bonnes choses ou les mauvaises choses en fonction de la politique du moment. Hein. N'oubliez pas une chose, c'est que ces auteurs sont toujours commandités par des princes, voire même par le roi, et que forcément, ils doivent justifier la politique du moment, et donc par conséquent, mettre en valeur ceux qui l'avaient suivi un siècle, 2 siècles, 3 siècles avant, ou au contraire condamner ceux qui ne l'avaient pas suivi, ou les oublier. Et Henri II, étant le fils de François Ier, il ne pouvait pas complètement oublier son père, mais tout l'aspect militaire va être mis de côté. Par contre, il va développer, et grâce à tous ces poètes, tout un aspect qui va être assez nouveau, c'est cette notion de prince délettré. Dès les funérailles, on va lui donner ce titre de prince de lettres, ou le prince délettré. Alors quand on parle de lettres et de lettrés, il ne faut pas imaginer un prince, comme on pourrait dire aujourd'hui, un homme qui a fait des études de lettres, de français ou des choses comme ça, donc vous êtes cultivé et, entre guillemets, vous avez la connaissance de la littérature ou de l'histoire de la littérature française ou d'un autre pays. On parle de lettrés à l'époque, c'est qu'on sait le latin, qu'on sait le grec et qu'on sait l'hébreu. C'est-à-dire qu'on sait toutes ces langues qui servent aux humanités et qui après permettent de faire d'autres choses, des mathématiques, de la médecine ou autre encore. Et cette notion-là n'est pas considérée comme François Ier ne prend pas en considération le fait que François Ier pouvait maîtriser ces langues, simplement comme un protecteur de ces langues. Et pourquoi? Tout simplement parce que jusqu'à lui, et depuis très très longtemps, on ne parlait et n'enseignait plus l'hébreu en France, puisque les Juifs avaient été expulsés officiellement depuis Charles VI, et donc toutes les autres universités avaient été exclues du royaume, et que donc depuis un siècle, il n'y avait plus personne qui enseignait l'hébreu. N'oublions pas qu'une chose, c'est que ceux qui vont enseigner l'hébreu à partir du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe seront des juifs convertis ou des chrétiens ayant appris à partir avec des juifs convertis, mais pas de juifs réellement, officiellement en tout cas. Et quant au grec, c'est la même chose. Le grec n'a jamais été enseigné à l'université en France. On en parle depuis le XIVe siècle parce qu'on se dit que ce serait bien quand même que si les hommes d'église parlaient le grec, ce serait peut-être plus facile quand il y aurait cette croisade ou les croisades ou les différents voyages pour conquérir et pour enseigner un peu plus la foi du Christ par rapport à cette évolution constante de la religion musulmane dans tous ces territoires. Mais ça ne se fera pas. Et c'est simplement à la fin du XVe en Italie, mais aussi en Espagne et en Angleterre que ces langues vont se développer. Comme la France veut être ce cœur de ce dernier empire, comme la Grèce, comme Rome, et donc forcément rayonnée par sa culture, comme la Grèce, comme la Syrie ou comme Rome, eh bien, elle se doit aussi d'avoir ces connaissances de ces langues de ce passé, de ces 4 empires, en fait, ces 3 premiers empires, en tout cas, pour justement montrer toute sa puissance et légitimer toutes ces prétentions royales et voire même nationales. Et donc, François Ier ne va jamais faire ce collège des 3 langues, va simplement nommer quelques professeurs qui vont enseigner
comme ils ont le pouvoir, quelquefois sans argent, et même certains, parce qu'ils ne sont justement pas payés, vont partir, et donc va créer cette espèce d'embryon que les historiens vont après appeler, vont faire croire que c'était à l'origine du Collège de France, mais finalement, au départ, on est dans un embryon, on n'est absolument pas dans cette logique, malgré certains intellectuels, malgré certains hommes d'église, proches justement de différents courants humanistes comme ça, sans pour cela adhérer à la religion protestante, mais en tout cas en étant dans cette idée de la réforme, comme en suivant la négociation de Guillaume d'Occam et tout ça, c'est-à-dire, grosso modo, bah oui, on peut peut-être toujours améliorer les choses, et l'Église peut être aussi améliorée, mais partisan quand même d'une réforme par le haut, et non pas par une réforme par le bas, comme était Luther, et c'est ça qui va faire la scission entre justement ces réformistes intellectuels autour du roi, et une population qui va être beaucoup plus active et beaucoup plus violente quelquefois, enfin, dans les réactions en tout cas. Donc on est à la fin de ce règne de François Ier, on commence à structurer vaguement son image, certes un homme de guerre, mais pas forcément très glorieux, mais grâce à une bataille géniale, la Marignan, et puis aussi, et curieusement, grâce à un désastre monumental, Pavie. Pavie, c'est la conséquence de l'expulsion des Français en 1421 de Milan. François Ier en lance ses armées en Italie. Ce sont des échecs monumentaux. Au début, ça se passe toujours très très bien, puis très vite, ça ne se passe pas bien parce qu'il n'y a plus d'argent, que l'argent circule très très mal entre la vallée de la Loire et de l'autre côté des monts. L'argent se perd souvent, quelquefois parce que tout simplement les gens partent avec la caisse. Et ben oui, et que les Suisses dont on a besoin parce que même si on les a battus à Milan, eh bien sont venus côté français, mais ces gens-là ont payé sur l'ongle, et que si à la fin du mois ils n'ont pas leur argent, ils s'en vont, soit rentrent chez eux, soit vont à l'ennemi qui les paye aussi, et que par conséquent, tout ça, ça peut faire changer le visage d'une bataille ou d'une conquête en quelques semaines avec une rapidité immense. Et donc, François Ier, voulant maintenir l'ordre dans ses armées, décide de partir en Italie. Il ne voulait pas y aller. En 1524, jusqu'en décembre 1524, janvier 1525, tout se passe admirablement bien. Milan, qui était épuisé par les guerres depuis 5 ans, par la peste et d'autres épidémies, se soumet complètement à la puissance française. Reste Pavie à prendre pour gouverner tout le duché. On pense qu'il suffira de quelques semaines pour le siège. Finalement, ce siège va durer très longtemps. Finalement, ce siège va permettre aussi aux armées espagnoles de se refaire. Et finalement, un soir, le jour de la Saint-Mathias, enfin, la nuit de la Saint-Mathias, le jour des 25 ans de Charles Quint, et bien l'armée espagnole va tenter une escarmouche. Cette escarmouche va se transformer en bataille, elle va durer 3 heures, et François Ier va être pris et fait prisonnier. C'est rare qu'un roi de France ait fait prisonnier, c'est arrivé 2 fois dans l'histoire de France. C'est toujours très cher et c'est toujours très très compliqué. Mais le pire, c'est qu'il va rester 1 an et qu'en plus, Charles Quint, quand il va négocier cette paix, va tout simplement demander le démantèlement entier du royaume, ce qui n'était pas arrivé encore avant. Et que pour lui, donc, récupérer la part de la Bourgogne, puisqu'il considère que c'est son héritage, puisqu'il est le fils des derniers héritiers des ducs de Bourgogne, et avec l'anglais, qui est Henri VIII, qui lui va essayer de réclamer ou récupérer tout ce qui appartenait à l'ancien domaine d'Aliénor d'Aquitaine et des différents Plantagenets, c'est-à-dire quand même un bon tiers du royaume de l'époque, et laissant au reste acquis à Bourbon, à Charles de Bourbon, au connétable de Bourbon. Laissant au roi de France finalement le centre, la région centre d'aujourd'hui, avec un petit bout sur Paris, et encore, je crois que Henri VIII réclamait Paris aussi, parce qu'il voulait Saint-Denis, il voulait se faire couronner. Pourquoi Charles de Bourbon? Tout simplement parce que Charles de Bourbon est le connétable de France qui avait fait François Ier chevalier lors de son sacre, en 1515, qui était sans doute l'un des meilleurs soldats, et qui malheureusement était aussi un homme excessivement riche. Et que c'était aussi l'un des derniers hommes qui avait le plus grand fief de royaume. C'est en toute la région nord de Lyon, plus l'Auvergne, on gravit un petit peu vers le Poitou. L'un dans l'autre, ça fait une région aussi grande que la Bretagne aujourd'hui,
à l'intérieur du royaume qui est dirigé par un seul homme et donc une puissance d'argent folle. Et à cause d'un héritage un peu bancal, enfin de système de droit sur des héritages un peu bancal, et un système oui, un peu bancal, eh bien François Ier et sa mère vont tenter un procès. Ce procès, ils vont le gagner parce que tout finalement, ce n'est pas contre le roi de France. Charles de Bourbon va quitter la France et plutôt que de soutenir son roi de France, son roi, eh bien, va soutenir son ennemi qui est Charles Quint. Et à Pavie, qui est du côté des ennemis, c'est Charles de Bourbon. Et donc François Ier perd non pas simplement contre son ennemi qui est Charles Quint, mais perd aussi contre son plus grand vassal qui est Charles de Bourbon. Or, Charles de Bourbon avait fait, je l'ai dit, François Ier chevalier. Et quand un homme trahit son état de chevalerie, il trahit aussi tous ceux qu'il a fait chevalier avec lui-même. Et dans la légende, qui est une légende qui apparaît à partir de 1525, c'est-à-dire 10 ans après les événements de 1515, apparaît un texte comme quoi François Ier aurait été fait chevalier. Certes, par Bourbon au moment de son acte, mais aussi par Bayard, un capitaine, mort en 1523, mort pour son roi, mort quand, au moment où Charles de Bourbon, justement, commençait à venir aider Charles Quint. C'est la première bataille où Charles de Bourbon, finalement, aidait Charles Quint en 1523, et là, Bayard meurt. C'est-à-dire, c'est la rencontre entre le fidèle, capable de mourir pour sa patrie et pour son roi, contre celui qui aurait dû être à sa place et qui a été de l'autre côté et qui, pour des histoires d'argent, a préféré sa liberté, même si c'est une histoire d'argent pour longtemps y discuter, et finalement est devenu traître à son prince à qui il avait juré fidélité et qu'il avait fait chevalier. Et donc il va y avoir un texte, Symphorien Champier, qui va raconter ça, qui va raconter aussi l'histoire de Bayard et qui va surtout raconter l'avènement de ce Bayard, enfin de roi de France par Bayard au lendemain de la bataille de Marignan. C'est un texte qui n'a aucune importance à cette époque. L'important, c'était qu'on se compte là, en 1525, 1526, c'est-à-dire pendant tout le temps où François Ier est en prison, avant qu'il revienne, qu'on compte qui avait trahi ou qui n'avait pas trahi. Tous ceux qui étaient morts pour le roi, la Trémoille, la Palisse, toutes ces grandes figures qui avaient fait toute les guerres d'Italie depuis Charles VIII, et puis tous ceux qui s'étaient sauvés, entre guillemets. Ou qui n'avait pas combattu, comme Alençon, qui va mourir d'ailleurs, et dont on va oublier complètement l'existence. Par contre, au même moment, le procès de Bourbon continue. Et on arrive à un moment où Bourbon, de toute façon, on le condamne par contumace à mort, et on décide que tous ses biens sont certes séquestrés, mais aussi que son nom doit disparaître de tous les livres et de tous les lieux publics qui ont pu l'afficher. Et là, du coup, un roi de France qui est en prison, qui prépare son retour en France, qui a été arrêté, qui demande à son peuple au moins 3 millions de livres, c'est-à-dire une somme énorme qui correspond à une année fiscale complète, pour sa rançon, pour se libérer, et qui doit aussi crédibiliser son retour. Imaginez Obama prisonnier de Poutine, ou le contraire. Et on est dans la même logique de puissance, et la même torpeur que ça peut avoir, et le même risque d'un État qui peut complètement se décomposer. Et un roi qui doit dire, si, il faut que je revienne, et il faut que vous ayez encore confiance en moi. Et c'est là toute une propagande qui va se développer, avec justement, à partir de cela, où le roi de France avait certes perdu la bataille, avait certes perdu la guerre, avait certes été emprisonné, certes, Dieu l'avait sans doute abandonné à ce moment-là. Et pourquoi Dieu l'avait abandonné à ce moment-là? Parce qu'il n'avait pas bien réglé la société, où la noblesse et où le populaire et l'Église faisaient tout et n'importe quoi et ne respectaient pas les bons ordres. Il avait laissé se développer ce courant luthérien, même s'il était excessivement faible à l'époque, mais quand même, on considérait que c'était comme une tare, et que par conséquent, lui arrivant, il disait, ça y est, c'est fini maintenant, j'ai compris, je ne recommencerai plus. Et par contre, voilà,
il tombe malade, cette maladie est considérée comme un miracle, elle est annoncée en France comme le retour de la confiance de Dieu au roi, ça y est, Dieu l'a voulu sauver, Dieu n'a pas décontabilisé le royaume, Dieu a permis au roi de France que finalement, eh bien, tout cela continue et qu'on puisse redevenir cette puissance. Et François Ier arrive là-dedans, dans cette mouvance, en disant, je n'ai pas trahi, j'étais sans reproche, comme Bayard, comme la Trémoille, comme la Palisse, comme tous les autres chevaliers, comme Florange, qui va écrire ses mémoires aussi, comme toutes ces bandes de soldats qui vont participer à ce mouvement énorme de reconstruction de l'image, à la fois surtout militaire, du roi de France. Ce temps-là va durer très peu de temps, parce que finalement, très vite, Charles Quint va interdire à François Ier de partir en Italie, avec le traité de Cambrai, et donc très vite, ces choses vont se mettre en pointillé. Sauf que c'est quand même des textes publiés. Et même si plus aucune histoire va en parler avant la fin du XVIe siècle, eh bien, elle va quand même rester dans la mémoire grâce au texte de Champier. Et en 1515, en 1550, plutôt, quand François Ier meurt, on a complètement oublié l'affaire Bayard. Hein. On ne se souvient que de Pavie, mais comme une grande tragédie, mais aussi comme l'expression même d'un héroïsme fou d'un homme qui aurait risqué sa vie, jusqu'à risquer sa vie pour justement sauver son royaume, ou en tout cas ce qu'il considérait comme bien. Et donc du coup on avait complètement refait l'histoire aussi de Pavie, c'est-à-dire d'un désastre réel, concret, évident. On avait mythifié ça comme finalement un temps de douleur imposée au roi pour qu'il soit mieux encore après. Et oui, c'est la façon dont mais c'est toutes ces petites choses-là, vous savez, c'est des petits textes qui sont là, dans le temps, qui écrivent, et que les historiens peu à peu vont garder pour mélanger tout, et voire même recomposer aussi leur histoire. Et c'est là où vous avez, à la fin du règne, donc, quelqu'un qui a été guerrier, mais sans vraiment de grande gloire, qui a eu des prétentions impériales, et qui a commencé à vouloir, à cause de cet empire, créer de cette France comme le cœur culturel et intellectuel d'un futur monde qui serait formidable. Les historiens, peu à peu, avec ça, avec ces miettes, quelquefois, vont reconstruire peu à peu ce François Ier, jusqu'à la fin du règne de Henri III, et c'est logique, puisqu'Henri III est le dernier Valois-Angoulême, c'est-à-dire le petit-fils de François Ier. Le règne de François Ier est considéré comme un exemple. C'est vrai que c'est pas très difficile. Si le roi a été pas forcément très heureux dans ses prétentions impérialistes, au moins la France, elle était restée presque en paix, à part quelques petites révoltes comme à La Rochelle, les révoltes d'Agabel, ou deux, trois choses à Lyon, mais qui sont, j'allais dire, presque normales dans un règne. Le règne d'Henri II avait été certes brillant, mais beaucoup plus court, et en tout cas, c'était très mal fini avec cette mort accidentelle d'Henri II au moment de la paix du Canto-Cambrésis, enfin de ses fêtes, et surtout, c'était les trois enfants après de François II, de Charles IX et de Henri III qui avaient fait presque 30 années de guerre civile, de guerre de religion, et qui avaient mis le pays complètement à plat. Et donc du coup, dans la nostalgie, là encore, parce qu'on l'oublie, parce que comme le dessin au fusain, les traits noirs deviennent bruns et deviennent même marron clair, ça devient presque un pastel, et bien on a eu la nostalgie, à la fois du règne de Louis XII, considéré comme l'apothéose de ce qu'on pouvait faire dans la monarchie, et puis aussi de ce froid, de ce règne de François Ier, qui aurait été un grand règne, un long règne, et un règne brillant pour la France par rapport à ce que l'on nous présentait à cette époque, c'est-à-dire, pour les opposants de Charles IX ou d'Henri III, c'est-à-dire soit des protestants, soit des catholiques, parce qu'il y a eu les deux chaque fois, parce qu'on les a trouvés toujours trop modérés d'un côté ou de l'autre, et donc du coup, d'avoir cette nostalgie-là. Et donc, le règne de François Ier a perduré, heureusement, si j'ose dire. Sauf que Henri III n'a pas de fils, que les autres non plus, et que la famille Valois-Angoulême s'éteint, arrive par le système de la succession une autre famille, la famille Bourbon. Et cette famille Bourbon arrive avec Henri IV. Et là, tout change. On va me dire pourquoi. C'est tout aussi clair que quand les gens qui ont la 4e République, et puis un jour on change de République, on met la 5e. Et donc la 5e, forcément, elle est mieux que la 4e, puisqu'on l'a changée. Et donc c'est exactement la même chose. La famille de Valois est une famille de dégénérés. Louis XII était bien, mais depuis François Ier,
jusqu'à Henri III, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, la preuve, elle meurt par son impuissance. 3 fils, même pour un héritier, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, par conséquent, la famille de Bourbon, elle est là. Et on revient avec le choix de Dieu, on revient avec tout ça, choisi par Dieu pour faire un grand pays, pour revenir à l'âge d'or, pour revenir à l'État le plus fort d'Europe, quels que soient les problèmes. Et justement, on crée cette alliance entre protestants et catholiques pour faire la paix à l'intérieur du royaume, pour pouvoir enfin encore repartir à la conquête, là non plus en Italie, mais vers les Flandres et vers le nord-est du royaume. Et forcément, l'image de François Ier va être attaquée tout de suite. Alors on va lui chercher toutes les opinions. Alors forcément, comme il n'avait pas été très très brillant à la guerre, on va lui reconnaître un miracle, Marignan, puis tout le reste, on va commencer à le dénoncer en disant que finalement c'était un fiefé militaire, un très mauvais chef de guerre. Et c'est pas tout. Ça suffit pas. Après tout, il y a la guerre, une bataille, c'est aussi Dieu qui décide, hein, selon la logique de l'époque. Donc par conséquent, même si tu n'as pas été le meilleur des chrétiens, si Dieu considère qu'il te fait perdre, tu ne peux rien. Or, Henri IV a aussi perdu des batailles. Donc on n'est pas toujours dans cette logique trop marché. Reste aussi une autre chose. Forcément, un roi mauvais est un roi comme depuis, on le répète dans toutes les histoires de France, comme Sardanapale, comme Nabucodonosor, c'est-à-dire tous ces gens qui se sont finalement vautrés dans le vice et se sont entourés de femmes et notamment ont préféré quelquefois leur vie amoureuse ou sexuelle plutôt qu'aux affaires de l'État. Ça, c'est dans la logique du mauvais roi depuis très longtemps par rapport à ça, et du bon roi qui, lui, par contre, est très fidèle, va à la messe tous les jours et ne fait des enfants qu'à sa femme. En général, ça n'a jamais été le cas, mais en tout cas, certains ont prétendu qu'il l'avait fait ou qu'il l'avait été. Et donc, Henri IV, qui on ne peut pas l'appeler, qui est forcément le prince le plus adéquat à cette image, mais pour l'instant, on ne sait pas encore. C'est pas parce qu'il a des maîtresses que le peuple de France sait qu'il a des maîtresses. Et c'est les protestants, par exemple, qui vont annoncer officiellement que Diane de Poitiers est la maîtresse d'Henri II. Mais le peuple de France ne sait pas. Au début, il pense qu'il n'a qu'une femme et il ne sait pas que l'autre a été bien avant que dans sa vie. Et bien, c'est exactement la même chose. Et là, on va commencer à lui faire tout un catalogue de maîtresses. La plupart sont inventées, 2 sont connues, Françoise de Chateaubriand et Anne de Guiseleu, la duchesse d'Étampes, mais toutes les autres, les 2 maîtresses, ça ne fait pas beaucoup, en plus elles se succèdent, ça fait vraiment très sérieux quand même. Donc ça ne suffit pas. Donc on va lui inventer une histoire avec Anne Boleyn, on va lui inventer une histoire avec Marie d'Angleterre, 2 Anglais, ça fait beaucoup, parce que quand même pas trop les Anglais, donc ça fait encore mieux, parce un roi de France soumis au charme d'une Anglaise, il faut vraiment le faire. Et donc, on continue, on accentue, et on décrit, on raconte tout un roman par rapport à ça. On va inventer la belle ferronnière. Cette belle ferronnière qui était, soi-disant, la femme d'un avocat, et qui aurait, l'avocat sublime Délice, couru les bordels parisiens pour avoir la syphilis, pour la donner à sa femme, pour qu'elle puisse tuer le roi. Parce que depuis 1546, le roi avait de gros problèmes de santé depuis une bonne dizaine d'années, et on considérait que le médecin, en tout cas en 1546, un an avant sa mort, considérait que le roi de France avait la syphilis, ou une sorte de syphilis, et qu'il était mort de ça. C'était cette notion de syphilis pendant tout le règne des fils de Henri III, on n'en parla pas, mais forcément, sous Henri IV, c'était la porte ouverte. Donc on a commencé à décrire à la fois la maladie et puis aussi ce qu'avait eu le roi, et donc on a inventé toute cette légende où comment le roi de France avait pu avoir la syphilis. Sauf que il aurait pu l'avoir avec des prostituées. Hein. La cour de France en était pleine à cette époque, et elles accompagnaient l'armée régulièrement, et on considérait que c'était une chose tout à fait normale. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a des prostituées, les soldats ne vont pas violer, et quant à la noblesse, elle va pas faire des bâtards à droite à gauche, avec des pensions, avec des droits, avec des choses compliquées. Donc la prostitution est complètement tolérée et acceptée, et même aussi à la cour de France. Sauf qu'il y en a un qui va dire d'autres choses, c'est Brantôme, qui, au milieu du XVIIe siècle, dont les œuvres ont été publiées au milieu du XVIIe siècle, mais le texte est édité au moment de, enfin le texte qui est écrit au moment de Henri IV, eh bien, va dire que c'est François Ier
justement, n'était pas cet homme, en tout cas avec des prostituées, mais qui avait par contre installé ses femmes à la cour et créé la cour de France. Il était l'inventeur de la cour de France. Mais par contre, cette notion de galanterie qu'il va proposer est dans une notion de galanterie sexuelle encore. Hein, c'est-à-dire qu'on accepte parfaitement que le roi soit un amant, soit un gourmand, soit même un érotomane, mais on est dans l'idée quand même, malgré tout, de la présence féminine et de le pouvoir féminin grandissant autour. Savoir aussi une chose, c'est qu'on est au même moment, c'est que Catherine de Médicis a régné, le pouvoir de la régence depuis longtemps, depuis l'Ange de Castille n'avait pas existé en France, et que Catherine de Médicis, même si elle est totalement détestée par les protestants et par des catholiques plus ultra, elle reste quand même considérée comme, par beaucoup de monde en France, comme une grande reine et comme quelqu'un qui, si elle n'avait pas été là, ça aurait été encore plus désastreux. Et donc, il y a toujours cette idée, donc, du coup, de la femme au pouvoir qui quand même, peut émerger, même si les structures de la monarchie française les interdisent, puisque la couronne passe de mal en mal par les mâles. À partir donc de ce début du XVIIe siècle se dessine un autre portrait de François Ier, un portrait d'un roi médiocre. Ça aurait pu rester simplement focalisé avec l'arrivée de Henri IV, pas du tout. Ça va se poursuivre pendant toute la monarchie, tout le reste de la monarchie jusqu'en 1789. Et jusqu'en 2 siècles, de plus en plus, tous les historiens vont en rajouter une couche supplémentaire pour bien écraser à la fois le souvenir de François Ier, et puis aussi, parfois, souvent, et ça se verra souvent au XVIIIe siècle, utiliser François Ier pour critiquer le roi régnant. On n'est pas toujours capable de faire un pamphlet sans risque grave, quelquefois de Bastille ou d'autres, ou de bannissement, sous Louis XIV, surtout sous Louis XIV, pour lutter contre ses maîtresses. Par contre, il est très très facile de parler d'un roi qui avait déjà cette réputation d'érotomane pour continuer et accentuer aussi. D'autre part, on est dans une période où, curieusement, on rhabille les statues et notamment tous les nus masculins sont supprimés des jardins publics, des jardins royaux ou des palais. On rhabille les nus féminins, ou en tout cas on ne les met pas autant dénudés qu'au XVIe siècle. Et par contre, dans les écrits, on va faire de plus en plus d'écrits croustillants. Un peu comme aujourd'hui, où finalement on rhabille les gens sur la plage, et où la pornographie est ouverte à tous dès que vous ouvrez un écran sur Internet. Eh bien, c'est un peu la même chose, il y a des discussions quand même un peu différentes, mais où là, par contre, on va se délecter dans des romans historiques de toutes les petites histoires scabreuses des rois de France, et forcément, François Ier va être en bonne place. Et on va lui inventer à la fois des tas de maîtresses, mais aussi des lupanards, des maisons closes, des séjours en maison close, on va lui inventer des maisons aussi bien particulières qu'il aurait construites, et où là il recevrait ses maîtresses. Et voilà, c'est des petits romans qui n'ont l'air de rien, mais qui sont lus finalement pour pas cher à une quantité de gens. Ça ne rentre pas dans les livres d'histoire érudits, de Mézeray ou de Vertot, ou tout ça. Mais c'est des petits livres populaires. Et c'est ces petits livres populaires qui finalement rentrent dans l'imaginaire aussi des gens et qui construisent aussi une histoire et quelque chose et un souvenir. Et curieusement, ça aussi influence peu à peu. Et donc au XVIIIe siècle, quand on ne pourra pas critiquer François Ier, Louis XIV par exemple, ou même Louis XV contre ses maîtresses, eh bien on critiquera François Ier pour justement ses maîtresses. Et ces maîtresses-là, qui jusqu'ici n'avaient aucune histoire, eh bien peu à peu, on va les structurer aussi. Et la duchesse d'Étampes, qui n'était rien, va devenir une femme insupportable et qui gouverne le royaume et qui dit forcément, quand elle gouverne le royaume, conseille mal le roi et donc fait des catastrophes. C'est aussi la Françoise de Chateaubriand, qui, elle, on sait, il y a eu juste une référence sur elle, une seule, en 1918, on dit qu'elle est sa maîtresse, bon, c'est tout. On va lui inventer une histoire de 10 ans, et on va prétendre aussi que tous ses frères, les Bonnivet, et les autres Lautrec, eh bien, vont être forcément, parce qu'une maîtresse ne peut que faire le mal, et donc du coup encourager à la fois les autres favoris, et donc des favoris incompétents, et c'est pour ça que François Ier avait perdu ses guerres, parce qu'il avait été soumis à sa maîtresse,
et avait nommé des hommes incompétents, c'est-à-dire des frères de sa maîtresse à la tête de ses armées, et donc du coup avait perdu toutes ces guerres. On cultive comme ça toute cette logique-là, à tel point qu'on fait ça devient un boulot magistral, et François Ier, au milieu de tout ça, eh ben, ressemble finalement à un homme complètement manipulé, à la fois par ses favoris, mais aussi par ses maîtresses, et puis aussi, bien sûr, la méchante, la mère. Louise de Savoie. Louise de Savoie, à 18 ans quand elle est veuve, s'est mariée à 12 ans, à 18 ans quand elle est veuve, et elle va rester veuve toute sa vie. Elle va s'occuper de ses enfants, mais comme elle va pouvoir, parce que très très vite, à partir du moment où Louis XII arrive au pouvoir, comme il n'a pas de fils, ben François Ier, même s'il n'a à l'époque que 6 ans, et même s'il n'aurait jamais dû être roi, avec les morts successives, se rapproche du trône, et arriver avec l'avènement de Louis XII est considéré comme l'héritier présomptif. Certes, si Anne de Bretagne a des enfants, il ne le sera plus, mais tant qu'Anne de Bretagne n'a pas de fils, en tout cas, il l'est. Et donc, par conséquent, on va les amener à Amboise, avec la mère, et les protéger. On ne va jamais sortir de là, pratiquement, jusqu'en 1510. Et Louise de Savoie fait sa petite cour, mais c'est une cour très modeste, on ne lui donne pas beaucoup d'argent. Et quand elle arrive au pouvoir, eh bien, finalement, avec son fils, ils vont renouveler complètement le conseil et tous les hommes qui existaient déjà sous le règne de Louis XII plutôt, en 1515, parce que justement, ils n'ont pas de parti, il n'y a pas d'hommes avec eux. Ils n'ont pas structuré des alliances réelles. Ils vont le faire par la suite, mais jusque-là, non. Et donc, il n'y a pas de renouveau en 1515. C'est pas l'ombre à la lumière, c'est pas la jeunesse qui arrive au pouvoir, tel qu'on l'a écrit aussi quelquefois. C'est vraiment les anciens qui restent et qui demeurent. Et par contre, Louise de Savoie, quand François Ier va partir en Italie en 1515, puisque l'épouse de François Ier n'a que 15 ans, et donc du coup, il n'a pas le droit de gérer ses propres affaires, donc il ne peut pas gérer aussi le royaume de France, puisque c'est à partir de 20 ans que homme ou femme ont le droit de gérer tout ça. Donc la régence, va passer à Louise de Savoie. Elle ne va rien faire, strictement rien, mais au moins, symboliquement, il y a quelqu'un. Et puis, cette régence, Louise de Savoie va l'exercer aussi en 1525, au moment où François Ier va partir en Italie, et pendant toute son absence aussi lors de son incarcération. Elle ne va rien faire non plus là, si ce n'est que gérer les choses, puisque le conseil est aux mains de Vendôme, de Bourbon-Vendôme, c'est-à-dire le plus proche adulte, après les enfants du roi, à pouvoir succéder. Sauf que Vendôme va être un peu oublié des histoires, et on va se souvenir uniquement que de Louise de Savoie dans ces deux régences. Pourquoi? Parce que Catherine de Médicis, quand elle arrive au pouvoir, elle a besoin d'exemples récents aussi, pour montrer que une femme au pouvoir, ça existe, et puis d'ailleurs, ça ne faisait pas très longtemps, Louise de Savoie, elle l'a fait, elle s'est bien débrouillée, regardez, son fils était en prison, voilà. Et donc tout ça, ça va alimenter toutes les... Et, sauf que ça va donner aussi, alors qu'on n'a pas de preuve, du matériel à tous ceux qui, après, vont dire, regardez, les femmes au pouvoir, dès qu'on arrive, c'est toujours une galère, c'est toujours la révolution. Les régences du XVIIe vont faire la preuve, notamment avec la Fronde, avec Anne d'Autriche, et donc par conséquent, cette Louise de Savoie qui n'a pratiquement pas d'histoire, eh bien parce qu'on l'a utilisée, quand on a eu besoin d'elle pour montrer un exemple féminin au pouvoir, puis après va être utilisée en négatif, et donc forcément, François Ier, en plus de ses maîtresses, avait une mère épouvantable, et donc du coup, c'était forcément c'est pas étonnant qu'il était un mauvais roi. Pire encore, pour certains, il avait osé marier son fils à le pire des monstres du XVIe siècle, puisqu'à partir du XVIIe, surtout au XVIIIe, notamment parmi tous les auteurs liés aux Lumières, Catherine de Savoie est un véritable... Catherine de Médicis est un véritable monstre, et donc François Ier avait non seulement la mère, mais en plus avait été chercher en Italie la pire des choses pour le malheur de la France. Et donc tout ça va se mélanger, va faire une sorte de cuisine qui va considérer que François Ier finalement est un roi, si ce n'est mauvais, en tout cas médiocre. Par contre, il y a une seule chose qui va rester, tout le temps, et depuis sa mort jusqu'à la fin du XVIIIe, d'une manière très constante, c'est qu'on va toujours lui reconnaître, et ça c'est parce que les auteurs en ont besoin, la protection des lettrés et être un homme de lettres. Et donc peu à peu, on va lui donner cette origine, l'origine de la création du Collège de France. Peu à peu, tous les auteurs, parce que là encore, comme il n'y a pas de droit d'auteur, on a besoin d'un mécène, il va dire, bah, voyez,
Il n'était pas un bon roi, hein, il était même nul. Sauf qu'il a eu l'intelligence de payer des auteurs pour qu'on lui fasse des belles éloges. Et regardez tout ce qu'on a écrit sur lui comme c'était beau. Alors certes, c'est vrai, c'est pas vrai, mais sa mémoire, elle demeure toujours. Et cette petite chose-là, que tous les auteurs vont dire à leurs mécènes, et bien finalement va permettre à François Ier de garder cette image constante de roi, si ce n'est un roi intellectuel, en tout cas de roi protecteur des lettres et du goût de la littérature qui permettait justement à la France de faire développer des poètes et de s'enrichir régulièrement de ces auteurs. Autre nouveauté, à partir de la fin du XVIIIe siècle, va être traduit un texte, le texte de Giorgio Vasari, qui est le premier historien de l'art européen, hein, et qui était aussi peintre. Cet homme a écrit à la fin du XVIe siècle, et on traduit donc ce texte en français fin XVIIIe. Et dans ce texte, Vasari affirme que François Ier avait fait venir Léonard de Vinci en France. Léonard de Vinci, à l'époque, personne n'en parle. Il n'y a personne dans aucune histoire. Léonard de Vinci, c'est comme, je sais pas, l'énigme posée au Sphinx. Ça n'intéresse pas. On ne parle pratiquement jamais d'artistes dans le livre d'histoire. Mais ça fait partie des gloires nationales italiennes, en tout cas, des gloires italiennes. Et Vasari, parlant de la peinture italienne, donc du coup, cette peinture va être offerte au public français, en tout cas les noms, et donc, Léonard de Vinci arrive. Vasari prétend que Léonard de Vinci meurt au Clos Lucette dans les bras de François Ier, ce qui est faux, parce que François Ier était à l'époque à Compiègne, peu importe, on s'en fiche. L'important, c'est que ça va enrichir et va donner un autre aspect à celle du roi mécène pour les auteurs. C'est-à-dire que l'homme était certes déjà un homme de lettres, ou en tout cas protégé et illettré, et bien là, à partir du texte de Vasari, on découvre qu'il aime aussi les artistes. Or, les peintres, à l'époque, ont tous besoin, comme les auteurs, de mécènes pour peindre et de commandes officielles. Et donc, va arriver un tableau, ce Mangena, qui va être publié, enfin, qui va être exposé en 1780, et qui montre François Ier dans toute la compassion face à ce génie de Léonard de Vinci mourant dans ses bras. Et quelle gloire, quelle plus grande gloire pour un roi d'avoir un génie qui meurt dans ses bras. Et quelle plus grande gloire qu'un génie puisse mourir dans les bras d'un roi. Et c'est ce que tous les auteurs vont dire et vont écrire. Et au-delà du fait que ce thème va être multiplié dans toute cette peinture qu'on avait appelée cette peinture d'histoire, qui était une peinture nationale, qui correspondait à une sorte de retour sur soi un petit peu, alors que le siècle des Lumières était un peu trop ouvert, un peu trop, j'allais dire, universaliste. Peut-être un peu comme aujourd'hui dans cette idée d'absence de frontières intellectuelles où on ouvrait un peu trop les choses et que d'autres ont commencé un peu à se réfréner en disant mais la France fait plus de héros, la France fait plus de gloire, regardez toutes les gloires nationales qui pouvaient exister. Là on revient à cette idée de roman national comme je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on va aller chercher dans le passé des figures qu'on avait plus ou moins oubliées et qu'on va remettre en peinture. Et là, Bayard, qui avait fait sa carrière parallèle de bon militaire, et d'intervenir comme une véritable vedette, c'est-à-dire qu'il va être dans tous les salons, on va lui faire des éloges, dans toutes les villes on va faire on va lui faire des statues, voilà. D'autres personnages comme Turenne aussi, Jeanne d'Arc participe un petit peu, mais pour moi Jeanne d'Arc encore, c'est pas encore son œuvre. Et donc quelques rois vont surgir aussi de tout ça. Louis XII, qui est considéré comme le plus grand roi de France, Charles V, on est comme ça dans ces rois modérés, comme ça qu'on traîne. Forcément, quand François Ier est encore au purgatoire, mais tous les gens qui traînaient autour de lui, en tout cas, commencent à avoir une autre aura. Et avec Léonard de Vinci, il gagne aussi parmi les peintres, et donc du coup, pour la première fois, on va le voir réellement en peinture depuis très très longtemps, et donc on va trouver un autre visage de ce prince, et qui finalement aimant les artistes, donnant le goût du beau, et puis finalement tout ça, ça participait aussi à cette notion de la civilisation française du XVIIIe siècle, de ce siècle des Lumières, qui considérait qu'elle était devenue, la France devenue la lumière de l'Europe, si ce n'est du monde, par rapport à la philosophie et à ses idées nouvelles.
Et donc du coup, il y a cette idée comme ça que François Ier pouvait aussi avoir peut-être finalement participé. Et donc du coup, on commence un peu à arrondir les angles. Certes, c'est un mauvais politique, ça c'est un mauvais roi, mais un mauvais militaire, mais il y a quand même ça. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça va rester entre parenthèses jusqu'à la fin de la Révolution, où forcément pendant la Révolution, François Ier, comme tous les autres rois de France, est considéré comme un tyran, une chose visible, et dont il faut absolument plus se souvenir. L'Empire arrivant, va, puisque c'est un nouveau régime, ne va pas inventer la monarchie, logiquement, sauf qu'il en a quand même besoin de certaines de ces figures. Donc il va garder, non pas des figures royales, qui vont garder, grosso modo, une image assez négative, à part certains, à part Charlemagne, Clovis, tout ça c'était obligatoire par rapport à la notion de chrétienté de l'Église, par rapport à la notion de l'Empire de Napoléon, et puis aussi, surtout, mais c'est les personnages qui varient autour. Jeanne d'Arc, Bayard, qui va devenir exemple non plus simplement du meilleur noble, mais du meilleur soldat à partir de ce moment-là, et pendant jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement. La Seconde Guerre mondiale, comme elle va être utilisée par Vichy en même temps que par les résistants, ça va complètement brouiller l'image, et après, sa carrière simplement en tout cas va être finie. Et en tout cas, jusque-là, ça progresse régulièrement. Et voilà, on sort Jeanne d'Arc qui n'avait pas été aimée par les révolutionnaires, et bien là va devenir un exemple génial pour Napoléon. Et François Ier va continuer sa carrière parmi la peinture, au théâtre et dans les romans, comme ce prince qui à la fois était un prince des lettres, un prince amoureux de l'art, et surtout aussi, et ça c'est ça qui est amusant, c'est on va ressortir du placard l'idée de la cour, et qui avait été complètement mise de côté pendant très longtemps. Et comme la cour de Napoléon ne pouvait pas se comparer à la cour de Louis XVI, eh bien on va dire, ah ben non, mais on est revenu à la cour de François Ier, là. Voilà. Et donc du coup, on réinvente quelque chose d'autre. Et donc là, à partir de 1805-10, François Ier est devenu un homme à la fois cultivé, amoureux des arts, tout ce qui peut faire gloire à la France, et puis aussi, ça c'est une chose importante, donc, est devenu un prince galant. Mais le prince galant n'est plus un érotomane, il est devenu l'inventeur de la galanterie française, et des bonnes manières. Et donc du coup, cette espèce de prince civilisateur va se créer comme ça. Certes, ça reste toujours un mauvais guerrier, certes, il ne sait pas faire des conquêtes, regardez, moi je sais les faire, Napoléon notamment, pendant longtemps en tout cas. Certes, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais par contre, là quand même, c'est bien. Et cette petite image-là va se poursuivre encore, et plus encore, sous la Restauration. Ça pourrait être étonnant. La Restauration, c'est Louis XVIII qui arrive au pouvoir, c'est un Bourbon, et les Bourbons n'ont pas aimé François Ier. Sauf que Louis XVIII ne peut pas restaurer la monarchie de 1789 non plus. C'est impossible. Il s'est passé trop de temps, et on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chercher dans le passé des modèles qui, jusqu'à la fin du XVIIIe, étaient considérés comme des rois bons, modérés. Alors, forcément, il y a le père de la famille, Henri IV, qui lui a réussi à sauver sa mémoire depuis sa mort, et Louis XII, parce que justement, il n'a pas eu de fils, et que c'est une sorte de trait d'union comme ça entre le Moyen-Âge et la Renaissance, et avec cette aura de père du peuple qu'on a toujours gardé et cultivé, il est parfait. Et puis, donc ça on est dans un image de roi modéré, comme ça, Saint-Louis forcément, parce que Louis XVIII et tout ça, on vient dans une image de monarchie catholique et tout, mais, sauf que c'est quand même une monarchie qui ne peut pas être constitutionnelle, mais qui va être quand même une monarchie modérée. Et donc, cette monarchie, elle doit être aussi le miroir de la France nouvelle, le miroir d'une France ambitieuse aussi. Et si la France ne va pas faire des guerres parce qu'elle ne peut plus le faire à cause de l'Europe qui l'en empêche, eh bien elle va devoir briller par sa création intellectuelle et artistique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on sort François Ier avec son mécénat et l'inventeur du Collège de France. Et du coup, là encore, de nouveaux tableaux, de nouveaux poèmes, de nouvelles histoires, de nouvelles biographies qui n'ont jamais pratiquement été consacrées à François Ier, et bien vont commencer à raconter à la façon d'histoire, mais surtout son personnage de protecteur des lettres, d'homme et de civilisateur, enfin de premier civilisateur français, si j'ose dire, de l'époque romaine, de l'époque moderne. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est aussi à cette époque qu'on va commencer à appeler les historiens à couper en période romaine, antique,
Moyen-Âge, moderne et contemporain. Et François Ier serait le premier roi de l'époque moderne, cette époque moderne qui s'achèverait avec la Révolution. Et donc, du coup, qui donnerait le premier, cette notion de modernité que ces restaurateurs de la monarchie veulent conserver. Et c'est aussi au même moment où on va inventer un nouveau mot pour justement créer et personnifier et enrichir, presque va quand même faire exister un temps que les gens de cette époque n'ont peut-être pas senti, enfin, n'ont pas été peut-être convaincus de vivre, c'est-à-dire cette notion de renaissance. Jusque-là, personne ne parle de renaissance française. Par contre, à partir du début du 19e, on va créer cette renaissance. Et comme il y a ces auteurs, ces petits jeunes, les mômes de 18-20 ans, c'est ceux qu'on va appeler les gens de la Pléiade, les Ronsard, les Dubélé et autres, qui voulaient se faire une place, un peu comme pour le nouvel roman aujourd'hui, pour la nouvelle chanson française, des gens comme ça, c'est bien qu'on pousse un peu bien pour avoir un peu le business. Et bien, eux, c'était la même chose. C'est vrai, hein, de toute façon, on est payé par un prince, par un seigneur, donc il faut montrer comment on est là. Et en disant, voilà, il y en a un peu marre des Mélène Saint-Gelais et de tous les autres, ben, nous, on existe, on va révolutionner tout ça, et vous allez voir que grâce à nous, avant nous, c'était l'ombre, après nous, ce sera la lumière. Et cette phrase-là, de Ronsard, et de tous les textes faits par Dubélé sur la nouvelle réécriture de la langue française, qui aujourd'hui, si on cherche un peu à la protéger en supprimant les anglicismes et tout ça, eux étaient partis chercher des noms partout, à travers toutes les langues européennes, s'inspirant beaucoup d'italien, tous les mots en isme, par exemple, comme grandissime, ou sublissime, et tout ça sont des mots qui sont inventés à cette époque-là, qui viennent de l'italien directement, et qui, du coup, vont structurer ça. Et donc, on va sortir, au même moment, tous ces poètes qu'on avait complètement oubliés, parce qu'on avait considéré que c'était complètement ridicule, eh bien, on va les sortir du placard, et on va créer cette renaissance française, mais pratiquement de toutes pièces. Au plus, au même moment, on va commencer à restaurer tous les châteaux qui avaient été abandonnés, soit depuis le XVIIIe siècle en Touraine, soit avec la Révolution autour de Paris, et on va sortir et on va se dire, ah mais en plus, François Ier avait construit des châteaux. Et on se souvenait simplement de Fontainebleau, mais tous les autres, on les avait complètement oubliés. Et là, on restaure Chambord, et Chambord, qui a une unité architecturale de François Ier, même si après ça a été reconstruit dans tous les sens, va devenir le symbole à la fois de cette renaissance et du roi bâtisseur qu'on va découvrir maintenant, puisque avant, jusque-là, le roi bâtisseur n'existait pas non plus dans les histoires. Et pourquoi le roi bâtisseur? Je dis toujours, vous avez vu tout à l'heure, de nombreux châteaux. C'est tout bête, c'est que depuis la guerre de 100 ans, depuis Charles VII, la France, enfin, le gouvernement français est dans la vallée de la Loire. Louis XI va poursuivre malgré la paix à Tours. Charles VIII, Louis XII vont conserver aussi cette notion-là, et notamment avec loi pour Louis XII. François Ier fait exactement la même chose jusqu'en 1525. Après 1525, je ne sais pas pourquoi, il décide de ramener tout le gouvernement à Paris. Or, entre-temps, il avait construit son château, comme Louis XI avait construit son château, comme Charles VIII avait construit Amboise, comme Louis XII avait reconstruit Blois, et voilà, Louis XI avait Cloche, et Charles VIII aussi, et comment il s'appelle? Tant pis, pas grave. Et donc, on retourne à Paris, sauf qu'à Paris, il n'y a rien pour se loger. Tous les châteaux, c'est pas parce qu'aujourd'hui on entretient tout, et que même si personne ne va plus au Fort Biançon, eh bien la maison est prête pour si on a envie d'y aller dès demain soir. On n'est pas dans cette logique-là. Hein. Quand on quitte un château, on déménage tout et on va remeubler le château à 40 km plus loin, parce que de toute façon un château ne permet pas de vivre à une cour plus de 2 ou 3 mois maximum. Et donc là, il y avait ce petit périple-là en Touraine, ça fonctionnait très très bien. À partir du moment où on décide de tout rapatrier à Paris, il n'y a plus que l'hôtel des Tournelles qui se trouve au niveau de la place des Vosges, qui se trouvait, et qui fonctionne, sinon rien. Il y a à la rigueur Saint-Germain-en-Laye, mais c'est vraiment trop petit, et quant à Vincennes, c'est qu'une tour, et ça ne peut pas loger une cour. Or, la cour de François Ier, ça a été multiplié par 3 en nombre, et il y a à peu près 500 personnes qui le suivent tous les jours, enfin qui font partie de son environnement immédiat, autant pour sa garde, que pour sa cuisine, que pour la chapelle, que pour son habillement. Et c'est à peu près autant de gens pour la reine et les enfants. Donc ça fait à peu près 1000 personnes qu'il faut loger, en plus de tous les gens qui participent au gouvernement.
Donc il faut forcément plus grand. Et François Ier va entreprendre toute une politique de construction, simplement. Parce que tout est en ruine, Fontainebleau est en ruine, les autres sont petits ou n'existent pas. Et donc on va créer des châteaux. Et d'où cette image de roi bâtisseur qu'on va faire, parce qu'on va croire que c'est une balade, on va faire croire que c'est une balade de Renaissance, une balade de château en château, de luxe en luxe, et de Fontainebleau à Chambord, à Blois, en passant par Villers-Cotterêts, et bien de laisser croire que c'était une immense fête, à la fois de gaspillage pour les républicains qui commencent à écrire de plus en plus à partir de 1830, ou au contraire, l'idée d'une France parfaitement luxueuse et d'une monarchie parfaitement installée, et où le peuple l'acceptait parfaitement pour ceux qui soutenaient encore soit la Restauration, soit la monarchie de Juillet. Et j'arrive, je finis. et cette idée de roi de France comme ça, et bien finalement va devenir une sorte de bonbon rose. Et François Ier, qui a été si détesté, et bien va devenir finalement l'homme de la civilisation française, l'homme par qui finalement on pouvait être fier d'être français par rapport à un patrimoine, par rapport à un goût, sur lequel on pouvait s'identifier, où tous les Français pouvaient s'identifier par rapport à une certaine art de vivre et d'un image intellectuelle et artistique. Et ça c'est magique parce que aucun roi jusque-là n'avait incarné aussi fort que ça. Et ça va, quels que soient les régimes, parce que même si la monarchie de Juillet va finalement, parce que la Restauration avait trop aimé François Ier, va le délaisser un petit peu, et que la République et l'Empire, le Second Empire, on va dire, attends, non, c'est pas possible, référence notamment, et bien on va garder ça de François Ier, c'est-à-dire qu'on va lui garder son image de civilisateur. Et au même moment, et même la République qui aurait pu tout casser, et bien lui garder ça. Et dans tous les livres scolaires de la République, à partir de la Troisième République, on va lui dire, voilà, certes c'était un mauvais guerrier, certes c'était sans doute peut-être aussi le premier roi absolu, même si c'est complètement faux, et certes il était aussi dépensier, machin, et tout ça. Bon, dans les livres scolaires on ne parle pas des femmes, hein, on a une censure. C'est simplement dans les livres pour adultes. Mais par contre, on va lui conserver ça, c'est-à-dire ce roi mécène, ce roi cultivé, parce que d'un seul coup, il sait savoir aussi bientôt apprendre le grec, il va savoir le grec, l'hébreu et le latin, même s'il ne le savait pas à l'origine. On va lui polariser sur lui, finalement, tout ce qu'on imagine d'idéal dans la notion de Renaissance française. Et il va l'incarner complètement pendant tout le XXe siècle, à la fois dans les livres scolaires, je l'ai dit, mais aussi dans toutes les biographies qui vont se développer, au cinéma, parce que justement ça va donner cette espèce de France un peu vieillotte, mais déjà avec un goût, et notamment dans les années 30, surtout au muet, et dans les années 30, même si après on va plus trop s'intéresser à François Ier, simplement parce que le cinéma en costume ça coûte trop cher. Et on va travailler avec la Françoise pour les faire dernier sur la princesse de Montpensier, je peux vous dire que c'était compliqué. Et donc on conserve ça de François Ier jusqu'à les années 60, où la notion de France en guerre ne compte plus, où dans les livres scolaires on va complètement supprimer cette idée d'un roi de France guerrier, conquérant, puisque la France ne fait plus la guerre et vit dans l'Union européenne, en tout cas dans la CE déjà, puis après dans l'Union. Par contre, on va conserver complètement son image, et exclusivement son image de roi mécène intellectuel et précurseur de l'âge des Lumières, et précurseur de la civilisation française telle qu'elle peut s'imaginer aujourd'hui rayonner dans le monde, c'est-à-dire essentiellement dans le monde culturel et dans un patrimoine, voire même dans son aspect d'industrie touristique qui est sa première richesse aujourd'hui. Et c'est là où j'en arrête, c'est-à-dire d'un roi guerrier complètement, qui n'a fait que la guerre et qui n'a imaginé qu'être puissant que par les armes et par l'expansion territoriale, et bien peu à peu, parce qu'on a eu, selon les hauts et les bas, qu'on l'a aidé ou pas, et qu'on lui a donné quelques aspects, et qu'on lui a reconstruit quelque part toute une autre imaginaire pour arriver aujourd'hui à ce qu'il soit toujours vivant dans votre imaginaire, pour qu'on soit là toujours 500 ans plus tard à parler de lui, et qu'on écrit aussi des livres, qu'on fasse des expositions, et qu'on fasse visiter ses châteaux, justement par rapport à une certaine idée du français, là encore, mais de ce qui pourrait nous toucher, nous, et ce qu'on ne fait pas forcément, mais qui, parce qu'il a fait ou parce qu'on a conservé lui, et ben, nous rattache à ça. Et c'est là où on revient à cette notion de sentiment national. On est fini. Je suis désolé, j'ai oublié de vous parler de la
fameuse loi pour le français langue officielle. Non, mais merci Monsieur Le Fur, parce que je crois que nous avons un peu dépassé les temps, mais c'était passionnant. Et c'est fabuleux de vous voir présenter une conférence sur cet homme-là, qui, j'allais dire, vu comme ça de l'extérieur, en définitive, il a créé un service de communication. Il a été très très bon. C'est toujours compliqué de savoir si c'est lui ou ce sont les gens qui l'ont entouré. Mais il est évident que le service de communication est immense. Et il est évident aussi que Charles Quint l'a utilisé aussi. Et c'est là où c'est formidable, c'est qu'on a ces petits textes-là où il y en a un qui dit une vérité, puis l'autre qui dit plutôt, regardez ça, et qui se disent, aujourd'hui on est prêt à faire des procès parce qu'on nous a traité d'imbéciles à la télé ou n'importe quoi, ou on demande des excuses publiques d'un homme politique à un autre, ou une femme, peu importe. Et là, c'est autre chose. La Troisième République, même au temps des gros débats droite-gauche à l'Assemblée dans les années 30, c'était de la rigolade par rapport à ce que François Ier et Charles Quint s'envoyaient à travers la figure et par écrit, et sur toute l'Europe, et par toute l'Europe. Merci. Alors, on va prendre une seule question, parce que et on continuera à parler avec M. Le Fur. Je vous invite à parler avec lui après cette conférence. Est-ce qu'il y a une question? Bon, alors vous en avez tellement dit, il en a tellement dit qu'en définitive, il se réserve pour en parler. Non, pas du tout, mais il se réserve. Et il peut, vous allez pouvoir peut-être parler autour de votre livre, puisque si certains, si vous désirez acheter un livre, il pourra vous le dédicacer. Voilà. Donc, merci Monsieur Le Fur. Et puis, moi, il me reste... Il nous reste à vous souhaiter bien sûr une bonne fin de soirée, mais aussi de passer de très bonnes fêtes de Noël en famille, puisqu'après nous nous retrouverons le 14 janvier prochain. Donc merci encore à toutes et à tous d'être venus nous honorer de votre présence ce soir.